Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Ghana de retour au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la troisième fois que le pays siège en tant que membre non permanent. Un siège qu'il occupera jusqu'en 2023 aux côtés du Gabon notamment. Focus sur les réformes en cours dans le cadre du plan Comores émergent à l'horizon 2030. Avec cette stratégie, le président Azali Assoumani souhaite attirer davantage les investisseurs. Et puis rencontre avec l'entrepreneur Ndigi Yena Fidel au Tchad. Pour lutter contre le chômage en milieu rural, il a décidé de créer un centre de formation dans le domaine de la santé. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Premier ministre Lassina Zerbo investi par le Parlement au Burkina Faso. Après avoir effectué son discours de politique générale ce vendredi, 103 députés lui ont accordé leur confiance. Nommé le 10 décembre dernier, le chef du gouvernement est très attendu sur l'épineux dossier du terrorisme. Sur ce point, il s'est engagé à soutenir les forces de défense et de sécurité tout en assurant le retour des déplacés dans leur localité d'origine. Outre la crise sécuritaire, Lassina Zerbo est aussi revenu sur la pandémie de coronavirus. Il ambitionne à ce que son gouvernement mette les bouchées doubles sur la vaccination. Le Ghana retrouve son siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays d'Afrique de l'Ouest y siégera en tant que membre non permanent et ce jusqu'à décembre 2023. Avec ce nouveau mandat, le Ghana aura pour principale mission de promouvoir la paix et la sécurité internationale. Le continent africain sera sa première priorité. Mildred Yamou. Le Ghana fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies 15 ans après sa dernière élection en tant que membre non permanent. Le nouveau mandat du pays d'Afrique de l'Ouest est en cours depuis le 1er janvier 2022. Le Ghana siégera à ce Conseil jusqu'en décembre 2023. Il représente ainsi l'Afrique au sein de l'organe onusien, aux côtés du Kenya qui termine son mandat fin 2022. En ce moment particulier, la participation du Ghana est quand même salutaire parce que ça arrive en un moment où la crise, l'instabilité politique et sécuritaire dans l'Afrique de l'Ouest est à son paroxysme. Le monde entier et la communauté internationale de façon générale est orienté vers le Sahel et l'Afrique de l'Ouest pour essayer de juguler les défis à la sécurité et à la stabilité. Donc c'est un enjeu stratégique, c'est un moment stratégique qu'il faut savoir utiliser à bon escient. C'est la troisième fois que le Ghana occupe un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité onusien qui dirige les efforts de paix dans le monde pour assurer la sécurité de ses pays membres. Le mandat du Ghana se concentrera sur la lutte contre les menaces à la paix et à la sécurité internationale pour un développement durable et inclusif. Nous avons espoir qu'un représentant de l'Afrique de l'Ouest dans cet organe-là pourra adresser efficacement et rapidement ces problèmes de violation des constitutions, ces problèmes djihadistes, ces problèmes de coups d'État qui sont maintenant fréquents en Afrique de l'Ouest. La première intégration du Ghana au Conseil de sécurité des Nations Unies remonte aux années 1960 et plus récemment de janvier 2006 à décembre 2007. Le Conseil est composé de 15 membres, 10 sièges pour les membres non permanents et 5 pour les membres permanents, à savoir la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique qui disposent d'un droit de veto. L'actualité nous emmène également en Éthiopie, où les autorités ont décidé d'accorder une amnistie à plusieurs prisonniers politiques. Ce samedi 8 janvier, une vingtaine d'opposants ont ainsi retrouvé leur liberté. Sur cette liste figure notamment un ancien allié du Premier ministre Abiy Ahmed, Jawar Mohamed. Quelques membres du Front de libération du peuple du Tigré en font aussi partie. Cette mesure fait suite à l'appel à la réconciliation nationale émis par le Premier ministre à l'occasion du Noël orthodoxe célébré le 7 janvier. Pour le pouvoir, il s'agit, je cite, d'ouvrir la voie à une solution durable aux problèmes de l'Éthiopie. Le plan Comores émergent à l'horizon 2030 est bien engagé au sein de l'archipel. Le 31 décembre dernier était l'occasion pour le président Azali Assoumani de faire un point sur les chantiers en cours. La mise en place d'un cadre politique et économique réformé en fait notamment partie. Les explications de Philomène Tine.
Le président Azali Assoumani veut faire des Comores une terre très attractive aux investissements. Il s'active ainsi à mettre en œuvre des réformes dans le but de soutenir les promoteurs et investisseurs, peut-on comprendre dans son discours adressé à la cérémonie solennelle sur l'état de l'Union à la veille du nouvel an 2022. En référence à la vision de notre plan, qui voudrait que les Comores soient dotés d'infrastructures de niveau, qui soutiennent la transformation structurelle de l'économie et de notre émergence. L'État s'est engagé dans plusieurs chantiers concourants vers l'atteinte des objectifs du PCE d'ici 2030. Le secteur financier comorien a connu un développement majeur avec un bon nombre de réformes et l'adoption de la loi qui a conduit au redressement des institutions financières du pays selon l'exécutif. Le gouvernement a ainsi réorienté sa stratégie touristique qui a fait croître de 67% les entrées dans l'archipel en 2021. C'est aussi pourquoi nous entendons raffermir davantage les liens culturels de l'Union des Comores, en créant la Maison d'art et de culture, en développant un programme de valorisation du patrimoine culturel, en encadrant les associations culturelles, traditionnelles et religieuses, quel que soit leur engagement. Afin de renforcer la cohésion sociale dans l'archipel des Comores et promouvoir la démocratie, le président de la République, Azali Assoumani, a signé un décret qui porte création et fonctionnement de la coordination du dialogue national intercomorien et qui se tiendra prochainement. En Côte d'Ivoire, le taux de pression fiscale est estimé à 12%. C'est ce qu'a affirmé ce 7 janvier le directeur général des impôts, Aboussié Ouattara, précisant qu'il s'agit de l'un des taux les plus faibles de l'UEMOA. Quelles sont donc les dispositions proposées pour faire augmenter ce taux et assurer la transformation structurelle de l'économie? Élément de réponse avec Joël Ballot. Entre 2020 et 2021, la pression fiscale en Côte d'Ivoire est passée de 12,5% à 12%, devenant l'un des taux les plus faibles de l'espace UEMOA, établi à 18% selon Aboussié Ouattara, directeur général des impôts. À l'en croire, l'annexe fiscale 2022 permettra de remonter ce taux à travers la mise en place de nouvelles dispositions visant la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Cette baisse de la pression fiscale est techniquement la résultante du fait qu'on a eu une croissance du PIB plus que proportionnelle au taux de collecte des impôts et des taxes. Plusieurs entreprises ont soit bénéficié d'exemptions d'impôts et de taxes ou n'ont peut-être pas payé à bonne date les taxes et les impôts. Au plan social, l'objectif de l'annexe fiscale 2022 est de consolider la réduction du taux de pauvreté estimé à 39,4% en 2020 à travers la politique de l'emploi et le doublement du PIB par habitant à l'horizon 2030. L'atteinte de ces objectifs se fonde sur plusieurs hypothèses, dont celle d'une mobilisation plus accrue des recettes fiscales pour améliorer le taux de pression fiscale à 17%. Pour que l'impôt fonctionne, les citoyens doivent avoir confiance dans leur gouvernement et dans les autorités de ce que l'argent contribué, l'argent imposé est utilisé pour le bien-être des populations. L'annexe fiscale 2022 envisage aussi la prolongation de la durée de validité de l'attestation de régime fiscal en matière d'acompte d'impôts sur le revenu du secteur informel qui passe d'1 an à 3 ans. Des mesures fiscales en faveur de la microassurance et l'institution d'une taxe sur la communication audiovisuelle. Nous partons à présent au Tchad à la rencontre d'un entrepreneur dénommé Ndiguiena Fidel. Son combat, la lutte contre le chômage en milieu rural qui engendre de fait une fuite des cerveaux. Pour inverser cette tendance, il a décidé de créer un centre de formation dans le domaine de la santé. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan.
Au Tchad, le manque d'emploi en milieu rural accentue l'exode massif des jeunes vers les grandes villes du pays. Mais quelques rares parmi eux résistent à la tentation pour entreprendre localement. C'est le cas du jeune Digeyama Fidèle qui s'est investi dans la formation des jeunes en sciences sociales. Son objectif est de contribuer à rehausser le personnel soignant dans sa province qui manque d'agents de santé qualifiés. C'est dans cette optique que j'avais créé cette école en 2009. J'ai eu cette idée, j'ai dit mais pourquoi ne pas créer une école carrément ça pour pouvoir résoudre certains problèmes que mes petits frères éprouvaient en Djamena. Donc c'était d'abord pour aider mes petits frères qui venaient de, soit pas forcément de centre-ville de ça, mais dans les petits villages de Moïchari et de Mandoul. L'exode rural engendre ainsi la fuite massive des cerveaux locaux hors de leur région et affaiblit les productions locales. Pourtant, selon le jeune entrepreneur, la décentralisation et l'appui des structures d'encadrement dans les provinces peuvent davantage stimuler l'entrepreneuriat local et attirer des investissements. Nous avons formé des agents santé, à un qui a même sa certification, qui lui donne droit, comme tous les autres, à la fonction publique, à l'intégration de la fonction publique, mais qui a préféré ouvrir son cabinet, gagne énormément sa vie. Un jour, il m'a demandé d'évaluer et que par mois, quelqu'un gagne pratiquement 1 million par mois. Puis il demande d'aller travailler pour gagner 100 000 francs. Il faut être bête pour faire ça. En 2022, le gouvernement du Tchad a lancé un fonds de 30 milliards de francs CFA pour promouvoir l'entrepreneuriat. Toutefois, les jeunes porteurs de projets en milieu rural ne bénéficient pas de crédits bancaires qui leur permettraient de se lancer ou de développer leur activité. L'actualité sportive à présent avec l'ouverture ce 9 janvier de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée au Cameroun. En ouverture de balle, le pays hôte affrontera le Burkina Faso au stade d'Olembe à Yaoundé. Une rencontre qui sera arbitrée par un trio algérien dirigé par Moustapha Gorbal. L'Égyptien Mahmoud El Bana a été désigné comme 4e arbitre. Comment s'annonce cette rencontre? Écoutons les pronostics de Sidi Napon, ancien entraîneur du Burkina Faso. Je vois déjà au Cameroun l'ambiance qui va régner, le public qui va sortir massivement. Et ce match Burkina-Cameroun, ça serait très intéressant parce qu'on a deux équipes, les Camerounais qui se sont qualifiés à l'arrache et les Burkinabés se sont qualifiés, ces deux grandes équipes aujourd'hui, parce que le Burkina, quoi qu'on dise, on fait toujours partie de l'élite du football africain parce qu'on est qualifié à chaque fois. Et le Camerounais qui ont beaucoup, c'est nos aînés car ils ont beaucoup de cannes à leur possession. Je pense que ce match d'ouverture va être très intéressant parce que, mais je dis attention aux Camerounais, il ne faut pas prendre de haut les Burkinabés parce qu'ils vont avoir la grande surprise. Une autre rencontre est prévue après ce match d'ouverture. Il s'agit du face-à-face Éthiopie-Cap-Vert, laquelle de ces deux équipes pourrait s'offrir une victoire. Écoutons à nouveau l'analyse de Sidi Napon. Oui, les Cap-Verdiens, ils reviennent, mais bon, avant, on néglige beaucoup. Vous savez, dans le groupe, l'équipe que j'ai le plus peur, c'est l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, on les a rencontrés en 2013 en Afrique du Sud. Ils ont un très, très bon football. Les gens les négligent et dans le groupe, je pense qu'il faudra que tout le monde fasse attention à cette équipe-là. On parle du Cap-Vert, c'est vrai que les Cap-Verdiens sont revenus, mais je pense que je dirais plus que l'Éthiopie, moi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.